Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La signature en politique. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Mathieu Gosztola, Le génocide face à l'image, 2012. Marie-Josée Rinaldilarribe, Peut-on encore rêver d'Europe, 2012. Nicole Perruis-Fache, L'humanisme et l'espoir, 2012. Pierre Groux, Dominique MertensantamariA, Katia Radja, Patrick Chambry pour une nouvelle industrialisation des régions françaises, 2012. Jean-Marc Royer, La science, creuset de l'inhumanité, 2012. Stéphane Scrive, L'Europe au temps des neufs ou la fin des illusions, 2012. Marie Saiget, L'ONU face aux violences sexuelles de son personnel, 2012. Vanessa Fargnoli, Violès comme arme de guerre, 2012. Jean-Jacques Ledos, Petite contribution à l'histoire de la radio, 2012. Jean-Jacques Ledos, Petite contribution à l'histoire de la télévision, 2012. Rémi Raher. La signature en politique, entre attributs du pouvoir et contraintes matérielles. L'Harmattan. Du même auteur. La signature en politique. L'Harmattan 2012. Discours et protocole. VK, 2011 ouvrage collectif. Mot pour mot. Triumph Press 2006. Page Facebook de l'auteur. www.facebook.com/Remi Raher. World Wide Who's Who. www.remiraher.com. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 105 0. EAN 9 782 296 961 050. Aux 3 mandarins qui m'ont poussé vers la recherche. Remerciements. Parfois ostentatoires et souvent stratégiques, les remerciements en préambule d'un livre répondent parfois de façon détournée à l'une des questions évoquées dans cet ouvrage. Qui est l'auteur ? En guise de réponse, je souhaite associer les personnes qui m'ont permis de mener à bien cette expérience et la rédaction de ce livre. Je tiens donc à remercier Grégoire Bigot, Olivier Ménard, Denis Baranger, Jean-Jacques Roche et Bastien François pour leurs précieux conseils, ainsi que Brigitte Gaïti qui m'a aidé à affiner mon sujet de recherche et qui m'en a soufflé le titre. Indispensable à la découverte et la compréhension des rouages internes de la vie politique et institutionnelle, de nombreuses rencontres m'ont permis d'abandonner des pistes infructueuses et de découvrir de nouveaux champs d'investigation plus fertiles. À ce titre, je remercie les personnes qui m'ont consacré parfois beaucoup de leur temps en me donnant accès à leurs expériences quotidiennes. Xavier Auclair, Pascal Bollot, Jean-Luc Charles, Christophe Clergeau, Marie-Françoise Clergeau, Jean-François Lanneluc, Carole Moinard, Dominique Rimbourg, Fabrice Roussel, François de Rugy, Bernard Rullier, Olivier Rigvart et l'amiral François Dupont, ainsi que celles et ceux que je n'oublie pas mais qui ont préféré ne pas être cités. Enfin, merci à Bruno Péquignot, qui me fait l'honneur d'éditer cet ouvrage. Avant-propos. La signature, un acte multiforme. La signature est un acte aussi banal que varié. Tout le monde en fait usage et elle peut prendre bien des sens, quoiqu'elle soit généralement perçue comme une marque d'identité individuelle ou collective, de façon volontaire ou inconsciente. Ainsi, d'un point de vue graphique, il existe la signature manuscrite, la signature mécanique, la signature électronique ou encore le tampon. Dans les arts, on évoque également de signature vocale et de signature musicale, de signature artistique.
Dans les sciences, on parle de signature chimique et même de signature des plantains. Récemment, on a commencé à utiliser la signature digitale puis la signature rétinienne et enfin la signature ADN. Plus généralement, on parle aussi de la signature de quelqu'un comme d'une façon de faire identifiable, avec l'expression « cet acte porte sa signature ». Et désormais dans le langage publicitaire, une signature désigne un slogan à la fin d'un spot télévisé ou sur une affiche, voire la devise d'un pays, d'une région ou d'une société. Il y a donc très clairement, au-delà d'un symbole d'identification d'une personne ou d'un groupe de personnes, la conception de quelque chose de reproductible et d'identifiable dans l'idée même de la signature. Ayant longuement travaillé sur la signature, Jacques Derrida a beaucoup insisté sur ce caractère reproductible. Pour fonctionner, c'est-à-dire pour être lisible, une signature doit avoir une forme répétable, itérable, imitable. Elle doit pouvoir se détacher de l'intention présente et singulière de sa production. 2. La signature doit donc être conforme à un modèle qui peut d'ailleurs être déposé à la banque exactement comme l'étaient jadis les seins des notaires portés sur les registres. Cependant, dans son usage le plus répandu, c'est-à-dire la signature manuscrite pour valider un paiement ou souscrire un contrat, ce souci de reproductibilité du signe contient en lui-même un paradoxe. Le symbole doit être semblable pour être identifiable mais deux signatures superposables apparaissent suspectes. Il est en effet de notoriété publique que nul ne peut signer de façon parfaitement identique à chaque fois. Dès lors, deux signatures intégralement analogues seraient la preuve d'une imitation par un faussaire, ce qui invaliderait le document signé puisque l'accord supposé du prétendu signataire serait alors pastiche. Signe de validation, la signature est donc clairement un signe d'identité. Parce qu'elle doit être autographe, elle se démarque des autres signes en étant à la fois le symbole d'une approbation et la marque de son scripteur. L'obligation de signer sa carte d'identité ou son passeport pour qu'il soit valide confirme ce double rôle et illustre le besoin d'une signature à la fois aisément identifiable et commodément reproductible. De nos jours, cette vision de la signature comme symbole itératif est largement intériorisée par les enfants. Quel parent ne s'est pas amusé de voir son enfant noircir des feuilles de papier de différents essais de signature pour trouver un bon compromis entre rapidité d'exécution et beauté du signe? Une fois choisie et apprise par la répétition manuelle, chacun la pose machinalement en bas de page, avec parfois quelques modifications au fil des années pour en améliorer l'esthétique, car il est aussi important d'avoir une belle signature, en témoignent les nombreux livres reproduisant celle des personnages célèbres. Peu importe d'ailleurs que le nom soit parfaitement lisible si le résultat est agréable à regarder, puisque son objet n'est pas d'être lu mais d'être identifié. La signature est un signe public, destiné à être vu, mais elle est affranchie de la contrainte habituelle imposée à l'écriture manuscrite publique, la lisibilité. Elle s'impose en tant que signe personnalisé, au vu et au su du lecteur 3. Par cette dimension à la fois symbolique et personnalisée, la signature, quelle qu'elle soit, institue un auteur. Pourtant, alors que l'on appréhende aisément l'identité de l'auteur dans les actes privés comme la signature d'un chèque ou d'une carte postale, les choses ne sont pas aussi évidentes dès lors que l'on entre dans la sphère publique. En effet, comme le démontre brillamment Peggy Camuff dans son ouvrage sur les signatures, cette qualification de l'auteur reste pour le moins une notion flottante 4 et de nombreux exemples en attestent. Pour illustrer cela, empruntons une anecdote relatée en détail dans le livre de David Pontilles sur la signature scientifique 5, qui met parfaitement en lumière les enjeux de l'identification de l'auteur. En juin 1977, une polémique, largement relayée par le magazine bimensuel de Maurice Nadeau, La Quinzaine littéraire, éclate entre l'écrivain Annie Mignard et l'éditeur François Maspero. Annie Mignard a rédigé ce qu'il est convenu d'appeler une autobiographie en collaboration, c'est-à-dire qu'elle a conçu un livre et rédigé la vie d'Hélène Hélec à partir d'entretiens qu'elle a réalisés et enregistrés avec un dictaphone. Au moment de la publication du livre, la rédactrice et l'éditeur ne sont pas d'accord sur la personne à qui revient le statut d'auteur. Pour François Maspero, c'est Hélène Hélec qui est l'auteur de son autobiographie car une vie n'a qu'un seul auteur 6. Pour Annie Mignard, c'est elle qui est l'auteur puisque c'est elle qui a écrit et que la propriété littéraire existe comme principe 7. Cette controverse révèle des conventions sur lesquelles reposent les pratiques d'un certain monde professionnel,
et n'est toujours pas résolue 30 ans plus tard. Car la liste des indicateurs qui désignent un auteur est variable et fluctuante. Il peut s'agir de celui qui conçoit, de celui qui rédige, de celui qui dactylographie, de celui qui signe. Les arguments pour l'un comme pour l'autre sont infinis, et les débats d'experts aussi. Mais recevoir, ou acquérir, le statut d'auteur pose avant tout la question de la responsabilité. Celui qui signe un document comme sa propre production endosse la responsabilité de son contenu. Dès lors, il est logique que le qualificatif d'auteur désigne aussi la capacité de produire quelque chose et donc le droit d'en réclamer la propriété. Mais comment faire lorsque l'œuvre textuelle est un travail collectif, pour rendre à chacun la place qui lui revient? On peut aménager l'espace graphique, par exemple sur la couverture d'un livre, afin de présenter le nom de chacun à la place qui lui est due, mais de nouvelles questions se poseraient alors, notamment sur la meilleure manière de répartir les noms et les dimensions afin de représenter au mieux la répartition des tâches. Car il est nécessaire que chacun y trouve son compte afin d'éviter toute polémique. En soulevant des questions aussi diverses que l'identité, la disposition des noms, l'écriture, la taille et l'épaisseur des caractères, la place sociale des personnes, la responsabilité, ces situations donnent le ton. Elles présentent les pratiques qui entourent, guident, accompagne un acte devenu complètement anodin et qui reste pourtant primordial, signé. 8. Cette anecdote pointe notamment un trait saillant de l'activité de signature. Ne signe pas forcément celui qui rédige mais celui pour le compte de qui on rédige et qui endosse la responsabilité du document. C'est d'ailleurs de ce constat qu'est née l'idée de ce mémoire de recherche. Au cours de mon cursus universitaire, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage prolongé par un CDD au sein du cabinet du président d'une collectivité territoriale, en remplacement d'une collaboratrice en congé maternité. À cette occasion, j'étais entre autres chargée de 2 choses. D'une part, relire, corriger et valider les courriers rédigés par l'administration et mis à la signature du président. D'autre part, rédiger moi-même les courriers de réponse aux citoyens qui sollicitaient l'aide ou l'intervention du président dans tel ou tel dossier. Au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que j'avais rédigé probablement plus de courriers au nom de mon patron pendant cette courte période que de lettres à mon nom dans toute ma vie, ce qui m'a fait longuement réfléchir sur la conception de l'écrit comme moyen d'agir, évoquée par Béatrice Frenkel dans son enquête sur le service du courrier de la présidence de la République 9. En effet, il était très rare que les courriers que je rédige soient signés directement par le président. Ils étaient généralement signés par une machine constituée d'un bras mécanique tenant un stylo et reproduisant sa signature. Mais en dépit de ce subterfuge, assez évident pour qui prend le temps d'y réfléchir quelques secondes, toutes ces lettres étaient traitées par leur destinataire comme si elles étaient effectivement rédigées et signées par un élu qui prendrait de son temps et son énergie pour écrire un courrier personnel. Cette attitude interroge sur le sens et le pouvoir de la signature en politique. Car les institutions publiques produisent un grand nombre de documents chaque jour, dont beaucoup sont des courriers signés du nom de celui qui se trouve en haut de l'organigramme. Pourtant, il apparaît logique que ce ne soit pas ce dernier qui signe chaque lettre et chaque convention une par une, sans quoi il n'aurait pas le temps de diriger l'action politique et administrative de la collectivité. Souvent prise en charge par son équipe de collaborateurs, la signature est donc un symbole privé qui devient public avec l'accession à un mandat électoral. Mais cette délégation de l'acte de signer n'est pas neutre. Un élu, du fait de sa légitimité démocratique, possède un pouvoir relatif qui lui permet de décider et d'agir, ou tout de moins de peser dans une décision. Dès lors, ceux qui rédigent et signent des documents en son nom sont susceptibles d'utiliser ce pouvoir, à des fins publiques ou privées, sans en informer son titulaire. Alors que la signature apparaît comme liée à l'autorité et à la responsabilité, puisqu'elle implique autant la propriété de l'acte que la responsabilité de son exécution, son utilisation et sa reproduction par des collaborateurs engagent juridiquement et politiquement son propriétaire, sans même qu'il en soit informé. Il m'a donc semblé intéressant d'étudier les procédures multiples et les usages relatifs à la signature dans le cadre des institutions politiques et de l'action publique, afin d'en comprendre les enjeux, les coutumes et les rouages. La première tâche fut de comprendre le sens donné à la signature en tant qu'objet, son histoire, ses origines, ses évolutions, sa portée et ses applications. Par chance, nombreux sont les historiens qui ont étudié ce sujet,
relayée parfois par des sociologues et des juristes soucieux d'en élucider ou d'en définir les contours dans un champ social ou juridique particulier. La bibliographie sur ce sujet est donc assez étendue, quoique pas toujours très exploitable, et permet d'établir rapidement des ressemblances entre différents univers a priori étrangers les uns aux autres. Par exemple, le secteur de la recherche universitaire met en jeu de nombreuses représentations sociales et différentes conceptions de l'octorialité 10 afin de savoir qui signe ou non un article scientifique, ce qui n'est pas sans similitude avec les enjeux de pouvoir existant dans le monde politique autour de la signature. Il y a une condition d'élocution pour que la signature soit autorisée et plus encore pour qu'elle soit porteuse de sens. Mais comprendre les logiques et les symboles qui gouvernent la signature n'est pas suffisant pour appréhender sa place et son rôle en politique. Comme l'expliquait l'épistémologue Gaston Bachelard, le fait scientifique doit être conquis, construit et constaté pour être établi. 11. Il était donc essentiel d'observer les modalités d'usage de la signature et la façon dont elle est perçue comme objet ou comme outil par les acteurs institutionnels. Pour cela, 17 entretiens ont été réalisés auprès d'élus et de collaborateurs d'élus de différentes institutions et de différentes régions, ce qui permet de comparer plusieurs points de vue en fonction des responsabilités assumées et des coutumes locales en matière de gestion publique. Les 17 entretiens furent des entretiens semi-directifs, ce qui offre l'avantage d'autoriser une discussion plus ouverte et de laisser aux personnes interrogées la possibilité de faire elles-mêmes l'analyse du sens qu'elles donnent à leurs pratiques, leur représentation sociale, leur système de valeurs, leurs interprétations de situations conflictuelles ou non. De plus, cela permet de mieux comprendre les points de vue en présence, les systèmes de relations et le fonctionnement des organisations en reconstituant les processus de délégation ou de gestion de la signature. Je tiens cependant à préciser que par manque de temps et de moyens, cette enquête se limite à des institutions de grande dimension. Ministères, mairies de communes de plus de 250 000 habitants, assemblées parlementaires, régionales et départementales. Aussi, tout ce qui est écrit dans les pages suivantes ne s'applique probablement pas aux 36 000 villes de France, notamment celles qui n'ont que quelques centaines ou quelques milliers d'administrés, ne serait-ce que pour une raison de moyens humains et financiers. L'autre choix relatif à ces entretiens, qui ont été riches et parfois contradictoires, est de les exploiter tels quels en les retranscrivant comme du discours direct rapporté, ce qui permet non seulement d'éviter les écueils du discours indirect ou narrativisé mais surtout d'en conserver la fraîcheur et la diversité. Car les avis ne sont pas tous convergents, au contraire. Si la signature semblait souvent un sujet de discussion un peu obscur en début d'entretien, la plupart de mes interlocuteurs, suivant le fil de leurs pensées, ont trouvé de quoi parler pendant plus d'1h30 pour parfois dire précisément le contraire de ce qu'affirmaient certains de leurs homologues. De sujet anodin, l'acte de signer devenait donc rapidement un enjeu de pouvoir à dimension stratégique. L'analyse de ces entretiens a ainsi fait clairement apparaître, à la lumière des études bibliographiques, 3 questions relatives à la signature en politique. Premièrement, les règles de délégation de la signature du chef de l'exécutif aux autres élus et aux fonctionnaires, Ensuite, les procédures de gestion interne de la signature par le cabinet et notamment l'utilisation d'une machine à signer. 2. Enfin, la perception de la signature comme une tâche manuelle contraignante mais plus ou moins nécessaire. 3. Néanmoins, on se rend également compte que la signature n'est pas le seul symbole de validation des actes et de représentation de l'institution. Il est donc essentiel de se pencher sur la construction historique et sociale de la signature pour comprendre les raisons de sa prééminence politique dans l'époque contemporaine. Un CROLLIUS, au Traité des signatures, traduction française, Lyon 1624. De Derrida, J. Marge de la philosophie, Paris, Editions de minuit, 1972. La signature est une des préoccupations constantes de l'œuvre de Derrida. On retrouve ce thème d'Anglas, Sinéponge, La vérité en peinture, La carte postale, de Socrate à Freud et au-delà. N'étant que peu familier avec la méthode de la déconstruction, je ne proposerai pas de lecture derridienne de la signature que le lecteur curieux pourra trouver dans Applied Grammatology, Post. Pédagogie from Jacques Derrida, Baltimore, JHU Press, 1985, sous la plume du professeur Grégory Ulmer. 3 Frankel B. La signature. Genèse d'un signe, Paris Gallimard, 1992, page 104. 4 KAMUF,
P. Signature ou l'institution de l'auteur, Paris Galilée, 1991, page 227. 5 Ponty, D. La signature scientifique. Une sociologie pragmatique de l'attribution, Paris, CNRS Editions, 2004. 6 Maspero F. Qui est le nègre? La quinzaine littéraire, numéro 16, juin 1977, page 14. 7 Mignard A. L'un écrit, l'autre signe, la quinzaine littéraire numéro 16 juin 1977 page 13. 8 Ponty, D. La signature scientifique. Une sociologie pragmatique de l'attribution, Paris, CNRS Editions, 2004 page 23. 9 Frankel B. Répondre à tous. Une enquête sur le service du courrier présidentiel. Ethnologie des écritures quotidiennes, Paris, MSH, 1992 page 265. 10 Ponty, D. La signature scientifique. Une sociologie pragmatique de l'attribution, Paris, CNRS Editions, 2004. 11 Bachelard G. La formation de l'esprit scientifique, Paris, Libraire Philosophie Givrin, 1938. Introduction, l'émergence historique de la signature. Si la signature est aujourd'hui un acte d'une banalité relative, et que chacun la pose sans sourciller sur des chèques, des contrats et des cartes postales, son usage ne fut pas toujours aussi généralisé comme acte de validation ou comme symbole d'identité. Car ce geste, signé qui semble bien anodin, est pourtant un construit historique et social. De l'ordonnance de Fontainebleau, qui obligeait les parties des actes notariés à les signer, à la société actuelle, où chacun aimerait signer chaque fois que c'est possible, notamment les personnages publics et les professionnels de l'écriture qui vivent en partie grâce à leur notoriété, les pratiques ont bien évolué. Du dessin très élaboré ou très brouillon de l'origine, la signature est désormais un écrit vaguement calligraphié pour lui donner l'allure d'un symbole qui doit rester usuel et aisément reproductible. En effet, l'émergence de la signature est un processus lent. Bien avant d'être un droit, la position du nom de l'auteur sur les écrits était une obligation douce. Nous l'avons vu précédemment, dans l'Empire romain, les testateurs devaient conclure leur testament en écrivant leur nom de leurs mains, suivi de la mention subscriptie puis apposer leur sceau au-dessous de ces mentions pour donner au testament une valeur holographe. Mais ils ne le signaient pas, pour la simple raison que la signature n'existait pas encore. On utilisait comme signe de validation la mention du nom du scripteur, la souscription, qui était généralement réduite à un simple « j'ai souscrit » mais qui pouvait aussi être une formule plus longue, et le sceau. L'origine juridique de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.